Et des planétésimaux, de plus en plus, ils sont créés ensemble pour former des objets plus grands, les embryons planétaires, jusqu'à former des planètes. Donc, comme vous savez tous, là, entre Mars et Jupiter, la majorité de ces objets ne sont pas arrivés à former une planète à cause de l'attraction gravitationnelle des planètes Mars et Jupiter, et ils sont donc considérés comme la matière primitive. Alors, il y a des objets différenciés, des objets plus primitifs, mais ils sont vraiment les briques de notre système solaire. Donc, si on pense au moment du disque d'accrétion, là, dans l'axe des X qui est considéré à l'année 0 de notre système solaire, vous voyez en rouge du matériel qui est plus proche au Soleil, donc plus réchauffé, plus évolué, et du matériel bleu, plus lointain du Soleil, probablement plus riche en matériel volatile, etc. Et pendant la formation de notre système solaire, il y a eu la migration des planètes, du mixing, et donc il y a eu quand même toute une certaine masse qui était bougée, et donc injectée à l'intérieur du système solaire ou à l'extérieur. Donc dans la population de la main belt, on peut trouver des objets plus évolués ou plus primitifs, et la même chose dans la main belt jusqu'au Joe Creuser. Donc vous savez, les Joe Creuser, ils ont une vie très courte, mais qui vient des astéroïdes de la main belt. Donc là, on peut trouver des objets très primitifs et des objets plus évolués. Donc là, nous on s'intéresse en particulièrement des objets primitifs, même si tous les objets ils ont eu beaucoup d'impacts avec la Terre, et donc il faut se souvenir qu'il y avait une période qui est appelée les périodes du Heavy Late Bombardement, où il y a eu beaucoup de collisions avec la Terre, et donc c'est là que les premiers signes de vie est apparu sur Terre. Donc, comme on a dit, ces objets sont un peu considérés comme les briques de notre système solaire, et avec leur collision, ils ont apporté sur Terre les matériaux importants comme l'eau, des matériaux organiques et aussi des molécules importantes prébiotiques pour la formation de la vie. Donc voilà, ces petits échantillons qui viennent des astéroïdes primitifs sont fondamentaux, sont très riches. Et pourquoi il faut les étudier en laboratoire et pas seulement dans l'espace? Parce qu'on a besoin de faire des analyses à très grande résolution spatiale, mais aussi avec une très grande précision analytique. Donc on a besoin des détails pour des analyses vraiment à des niveaux incroyables, comme par exemple l'étude isotopique, du rapport isotopique à un niveau des particules par million de précision. Pour les résolutions spatiales, il faut vraiment des microns ou même moins. Et pour ce type de mesures, on a besoin des instruments très grands, comme par exemple les synchrotrons, ou des instruments très détaillés qu'on ne peut pas ramener dans l'espace. Et aussi, on a besoin d'une approche multiple pour analyser et vraiment analyser cette matière pristine primitive. Alors une chose aussi importante, on a beaucoup de météorites, vous vous demandez mais pourquoi on a plein de météorites, mais les météorites, ils ont des collisions avec la Terre, ils rentrent dans l'atmosphère, ils sont altérés par ces processus, et surtout la matière plus primitive est très fragile, et donc dès qu'il y a une collision, ils se fragmentent complètement. Et quand on regarde la population des astéroïdes, la moitié de la population est primitive dans les analyses qu'on a avec la spectroscopie ou toutes les analyses qu'on peut faire depuis les sols de l'espace. Par contre, sur Terre, seulement les 5% de cette météorite sont considérés primitives, les chondrites carbonées. Donc vous voyez, il y a quand même une très grande différence. Donc il peut y avoir de la matière qu'on n'a même pas à disposition dans l'ensemble des météorites. Donc, en parlant de la mission Hayabusa 2 de la JAXA, cette mission, comme on avait dit, a eu vraiment des grands succès. Donc, elle est arrivée sur Hugo en 2018. Il y a eu des petits Minerva qui sont des rovers tout petits de la taille d'une boîte d'allumettes. Hein. Et après, il y a eu Mascot, qui c'est un rover fait par les DLR et les CNES, qui est l'héritage des Philae de la mission Rosetta. Et il y a eu une première, ce qu'on appelle touchdown, donc à toucher la surface et réparti pour prendre des prélèvements des échantillons, parce que ces objets, ils ont avec une gravité très petite, donc on ne peut pas rester longtemps, c'est très compliqué. Il y a eu des impacts cinétiques, il y a eu un deuxième prélèvement des échantillons, et des autres rovers délivrés, et avec les échantillons qui sont finalement arrivés sur Terre en décembre 2020.
Donc, qu'est-ce qu'on connaît sur Ryugu? Ryugu, on a beaucoup d'informations. Dès qu'on est arrivé en juin 2018, là sont des images prises quand on était à 20 km de distance avec une résolution de 2 mètres par pixel. Donc, vous voyez, cet objet, il fait à peu près 900 mètres de diamètre, il a un albédo très bas, il réfléchit à peu près 4% de sa surface, en période de rotation de plus de 7, à peu près de 7,6, mais la chose particulière est qu'il a une densité très très basse, donc on pense qu'il soit des rubble piles, ça veut dire des agrégats de matériaux qui se sont remis tous ensemble, et en réalité quand vous regardez les détails, vous voyez il y a des cailloux énormes sous l'épaule, plein de cailloux à droite à gauche, des cratères, et surtout il y a aussi une grande variation d'albédo entre les différents matériaux sur la surface. Alors, la sonde, il ne s'était pas mis en orbite autour de Ryugu, mais il s'était mis à côté, donc c'est ce qu'on appelle hovering, donc c'était à côté, à une distance donc, de 20 km, on dit ça, c'était la distance home position, et de cette distance, après il descendait, il faisait ses observations, délivrait les différents rovers, etc., et faisait les différentes caractérisations ou le prélèvement des échantillons. Mais il se remettait toujours dans ce qu'on appelle la home position. Donc là, vous avez aussi, donc ça c'était fait avec une résolution beaucoup plus élevée, à une distance de 6 km. Et on a eu aussi le spectromètre NIRS qui a pu caractériser la surface. Et donc vous voyez là en noir, les spectres, ils rassemblent aucun des météorites qu'on a à disposition sur Terre, même si en réalité les chondrites carbonées sont celles qui sont les plus proches, particulièrement les chondrites carbonés réchauffés à grande température, comme ces objets, ils ont quand même passé du temps autour du Soleil. Et comme vous voyez là, il y a une bande à 2,7, qui c'est une bande typique des phyllosilicates, donc de la présence des phyllosilicates sous la surface. Ça veut dire pas qu'il y a l'eau aujourd'hui, mais qu'il y a eu l'eau pendant sa formation. Donc, conclusion, Ryugu c'est un rubble pile, donc un agrégat de matière, où probablement ces objets d'origine il avait des matériaux altérés, ce qu'on appelle altérés aqueous altered. La surface, donc, c'est très varié, donc, comme vous avez vu, il y a des cailloux, des gros cailloux. Otohime Saxum, ce caillou-là, il fait 160 mètres, c'est énorme par rapport à la surface de l'objet. Et il y a beaucoup de cratères, il y a beaucoup de morphologies différentes. Et tout ça, avec la mesure des cratères, on a pu déterminer un âge de la surface qui est quelques millions d'années. Donc, c'est des objets qui sont très jeunes dans leur formation, mais avec du matériel très pristine, très primitif. Donc là, je vous donne aussi quelques images pour faire vous rêver. Et ça, c'est une image prise par les petites rovers Minerva. Comme je vous disais, c'était vraiment des petites boîtes d'allumettes. Et là, ça vous donne l'idée de cette surface très aride, très sombre, plein de cailloux, etc. Quand on a livré l'autre rover mascotte, donc je vous rappelle que c'est le même héritage de Philae, c'est vraiment les DLR et les CNES qui ont fait sur la même technologie, mais ça pèse 10 kg, c'est tout petit. Et là, c'est incroyable, on voit l'ombre du spacecraft sous la surface de Bennu pendant le moment de livraison du rover. Et là, vous voyez les rovers avec ces petits points lumineux qui est en train de descendre. Et l'ombre du mascotte, là, en noir, l'autre frère, voilà, ici, vous voyez la petite ombre du rover qui descend. Cet instrument, il avait plusieurs instruments, entre autres un spectromètre de l'IAS, mais comme vous avez vu, la surface, c'est très plein de cailloux, etc., il n'y avait pas une focale adaptée, donc le spectromètre, il n'a pas marché. Par contre, on a eu quand même pas mal d'images de la caméra réalisées par les Allemands. Et on voit donc des détails à la dimension des microns. Et on voit des inclusions comme les CAI, les Calcium Aluminium Inclusion, de certains météorites. Donc, vous voyez, on a quand même eu des détails avec de l'analyse in situ, mais ça va apporter plein d'autres informations avec une analyse détaillée en laboratoire. Donc là, vous avez l'instrument qui fait les prélèvements. Donc il y a un petit projectile qui descend, ça fait bouger du matériel. Là, vous les voyez au même moment qu'ils descendent, avec toujours l'ombre du spacecraft à côté.
Donc, les spacecraft, ils touchent la surface pour quelques secondes. C'est celle qu'on appelle touch and go. Il touche, il ne peut pas rester, il prend tout ce qu'il peut prendre et il repart immédiatement. Donc, on a eu aussi un impact avec un projectile de 2,5 km. Et là, vous voyez, après l'impact, un cratère avec plein de matériaux qui sortent du cratère. Donc tout ça, ça fait un peu rêver. Vous regardez là la trajectoire de la rentrée capsule. Une fois que l'échantillon s'est mis dans la rentrée capsule, il faut livrer la rentrée capsule sur Terre. On n'a pas la technologie de faire revenir tous les spacecraft, donc on fait revenir la rentrée capsule que vous voyez là. C'est quelque chose de tout petit. Dans le cas de la mission Yabusa 2. Et elle était livrée dans les déserts en Australie. Et pour voir, donc il y avait plusieurs télescopes, des hélicoptères qui essayaient de voir la trajectoire et voir où la rentrée capsule tombait. Donc là, vous voyez aussi, il y avait une protection, donc un parachute, pour ne pas la faire abîmer et pour avoir une tombée soft sur la surface. Conclusion, dès que la rentrée capsule était arrivée sur Terre, il est ramené dans ce qu'on appelle les correction facility dans les cas d'émission japonais à Tokyo, à la JAXA, et donc on fait toutes les analyses, on ouvre la rentrée capsule et dans des endroits complètement très protégés, il faut pas altérer, pas toucher les matériaux, qu'ils soient tous des salles très propres. On analyse les échantillons. Donc là, on avait 2 containers pour les 2 prélèvements et au total, on a trouvé 5,4 grammes. Et si vous imaginez, les totales doivent être jusqu'au 0,10 mg. Donc c'était vraiment exceptionnel la réussite de cette mission qui a apporté cette matière noire que vous voyez là. Ça semble du carbone, mais c'est vraiment très riche et très précieuse. Alors pourquoi c'est précieuse? C'est précieuse parce qu'on sait qu'il peut contenir des grains présolaires. Donc c'est très important pour la nucléosynthèse. Donc ça peut apporter vraiment à 4,5 milliards d'années. C'est très important pour comprendre les disques protoplanétaires. Comme on a dit, il peut y avoir des inclusions, calcium aluminium inclusion. Ça peut donner des contraintes sur les processus thermiques, sous l'altération, sous les chocs, la diversification des organiques, etc. Et aussi sur tous les événements du space weathering que l'objet a subi pendant son période proche du Soleil. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très important. Alors, pour ce qui concerne la mission OSIRIS-REx de la NASA, c'est une mission plus lourde, plus costaud, c'est la NASA. Il n'y a pas beaucoup des autres technologies, à part les mécanismes de prélèvement des échantillons qui s'appellent TAC, Touch and Go, et après des caméras, un spectromètre d'aller thermique, un instrument rayon X fait par les étudiants de l'MIT. Et comme vous voyez là, la rentrée capsule en blanche ici et l'antenne des connexions. Donc quand vous regardez, ça sur les premières images de Bennu, ça va vous dire, mais c'est vraiment très identique dans sa forme à Ryugu. Bon, il est plus petit, il a 500 mètres, là vous avez une résolution de 33 cm par pixel, mais l'albédo est très sombre pareil, mais on voit encore plus de constraints entre la partie plus sombre et la partie plus claire. Donc ça va à peu près entre 3,7% de réflexion jusqu'au 15%. Il y a des taches, des petits cailloux qui sont beaucoup plus, qui réfléchissent beaucoup plus la lumière. Les périodes de rotation, c'est encore plus court, 4,2 heures, mais la densité, c'est toujours la même. Donc qu'est-ce qu'on pense? Sont des Rubble Pile. Et pourquoi ils ont cette forme? Cette forme, il est due à ce qu'on pense à l'effet de Young. Donc, c'est un agrégat de matière, Rubble Pile, qui s'est raccrété ensemble, et le Soleil, il accélère son période de rotation, donc l'objet, il tourne de plus en plus vite, et donc tous les matériaux du pôle, il va vers l'équateur, pour arriver à cette forme de l'équateur bombé, comme on montre ces 2 objets. Donc, ce n'était pas quelque chose d'inattendu, mais c'est quand même très particulier des objets qui sont proches au Soleil. Donc, sous la surface, cet objet, il a aussi des signes d'hydratation, avec cette bande à 2,7 microns. Il y a plusieurs bandes de matériaux hydratés. C'est plus hydraté des Ryugu, et aussi, on a la bande des organiques. Donc là, c'est un travail fait par mon étudiant Alice Prey.
Et si vous regardez, bon, il y a des zones où il y a une bande beaucoup moins forte, en bleu, des zones où il y a beaucoup plus d'hydratation de la surface. Et quand on compare avec des météorites qu'on a sur Terre, bon, le contenu du H, c'est semblable à celle des météorites chondrite-carbonés ou chondrite-carbonés de type CM, réchauffés, mais aucun spectre il ressemble identique à celui-là de Bennu. Donc, il y aura vraiment une grande découverte et analyse avec les échantillons qu'on va avoir sur Terre. Alors, un des grandes découvertes de Bennu, c'était aussi l'activité de Bennu. Et Bennu, il perdait des particules. Là, avec cette image à grand contraste, vous voyez des petites particules blanches. Et ici, vous voyez les trajectoires de cette particule. Donc, ce n'est pas une comète, c'est un astéroïde. Il n'y a pas de la glace. Donc, c'est quoi cette activité? Bah, c'est sans doute du matériel qui sort de la surface une fois qu'il a des cracks dus à la température élevée. Et donc, du matériel probablement volatile qui part de la surface de Bennu. Alors là, vous avez les touch mécanismes donc pour les prélèvements des échantillons. C'est complètement différent de celui-là de Yabusa 2. Comme vous voyez ces petits schémas-là, on a de l'azote qui vient pousser, donc il descend jusqu'à la surface. L'azote, il fait bouger du matériel de la surface et les sampling, il prend du matériel, il les porte dans la rentrée capsule. Donc là, c'était des tests faits à zéro gravité pour simuler la surface de Bennu qui est à gravité pratiquement nulle. Donc là, on a des vraies images à gauche. On voit vraiment les samplings qui touchent la surface. C'était fait avec des caméras qui étaient autour pour vérifier les samplings. Et là, vous avez une petite descente de comme les bras, il va aller mettre les samples dans la rentrée capsule. Donc, si vous regardez ici, ça sont des vrais films, des vraies images prises toujours avec les caméras à bord. Donc, les sample mécanismes qui met les échantillons dans la rentrée capsule avec toute la partie finale, avec tous les pads, et la rentrée capsule qui se ferme. Donc, contrairement à la mission Yabusa 2, cette mission, ils veulent avoir au minimum 60 grammes, et d'assez qui était estimé sur la base des échantillons pris, on pense qu'on doit avoir à peu près plus de 400 grammes. Donc on attend 2023 pour avoir cet échantillon précieux revenir sur Terre. Alors, la rentrée capsule américain, il va rentrer dans l'Utah, dans le désert de l'Utah. Et donc, cette rentrée capsule sont des technologies très sophistiquées. On a quelque chose qui protège, s'appelle Heat Shield, qui va protéger parce qu'on a des températures très élevées. Et surtout, il rentre dans l'atmosphère terrestre avec des vélocités supersoniques. Donc, il ne faut pas qu'il soit abîmé. Et après, il y a toujours des parachutes pour faire un atterrissage soft une fois qu'il arrive sur Terre. Alors, je vous rappelle simplement ici les objectifs de l'analyse de cet échantillon. Donc, c'est la nucléosynthèse des étoiles, comprend la nature de la condensation des grains dans les étoiles, avoir tous les processus des grains interstellaires, quand c'était dans les milieux interstellaires, les organiques, et au moment de la nébuleuse protosolaire, donc dans les disques d'accrétion, et tous les processus et l'échelle des temps pour la formation du système solaire. Donc, naturellement, tout ça, c'est la formation dans les planétésimaux, les collisions, tous les processus d'altération, jusqu'au moment des impacts avec la Terre et probablement avoir des informations sur l'origine de la vie. Alors, comme vous voyez, bon, l'Europe n'est pas arrivée à faire des missions. Nous, on avait travaillé beaucoup sur la possibilité de faire des échantillons du sample retour de missions, mais l'Europe, il n'a pas la technologie. Les mêmes missions comme Hayabusa 2, OSIRIS-REx, ça coûte beaucoup plus à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Mais les autres nations, ils continuent dans cette période de rêve des échantillons. Donc, il y a la Chine qui est en train de ramener sur Terre des échantillons pris par la Lune. Et la JAXA, il va faire une autre mission, qui là, il était accepté, il va être lancé en 2024, qui s'appelle MMX. C'est une mission qui va avoir des samples, il va vers les lunes martiennes, et il va avoir des échantillons de la lune Phobos. Donc, les spacecraft, il arrive
dans les systèmes martiens. Il se met autour des Phobos, de ce qu'on appelle les quasi-satellites orbites, pratiquement, qui sont des orbites pratiquement stationnaires. Dans cette position, il fait des observations des Phobos, des Deimos et des Mars. Il va atterrir 2 fois pour prélever des échantillons de 2 côtés différents des Phobos. Il va délivrer un lander et revenir sur Terre en 2029. Donc, vous voyez, c'est 5 ans total avec 3 ans d'émission autour de l'astéroïde. Et là, on a des technologies différentes. On va descendre 2 cm sous la surface, rester à peu près 4 heures et prendre au moins 10 grammes. Donc, il y a plusieurs instruments au bord de la mission. Entre autres, un instrument qui s'appelle MIR, c'est financé par l'ECNEC. C'est un spectromètre dans les proches infrarouges qui donne aussi des images entre 0,9 et 3,6 microns, dans lesquels l'ELISIA est le principal investigateur. Et après, il y a des caméras, des lidars pour mesurer les différentes altitudes, et aussi cette rover du CNES et du DELR. Et aussi un instrument de la NASA qui s'appelle MEGAN pour la mesure des gamma-rays et neutrons. Donc là, il y a les 3 modules. On descend sous la surface avec ce module qu'on appelle l'Exploration Module. On laisse ça sous la surface et ça, c'est les modules de retour pour amener sur Terre les échantillons. Alors, pourquoi cette mission? Alors, le but, c'est un peu différent. Le but, c'est comprendre l'origine des satellites de Phobos et Deimos. Pour quelle raison? Parce qu'il y a 2 hypothèses. Alors, d'un côté, ces satellites sont identiques d'un point de vue spectral aux astéroïdes primitifs des types DT. Donc, on a toujours pensé que c'est des objets capturés. Par contre, l'orbite, ça ne va pas dans cette direction. Il va plutôt dans l'hypothèse due à l'effet d'avoir cette orbite qui est avec une très petite excentricité, une petite inclination, surtout sous une hypothèse d'impact et donc une formation in situ. Donc vous voyez, c'est des hypothèses complètement différentes et c'est très important d'avoir des échantillons de ces objets. Parce que si on favorise l'hypothèse du scénario par impact, l'impacteur il doit avoir eu une température formée de la matière qui a subi une température plus élevée que 2000 Kelvin et donc on doit trouver des matériaux qui ont fusé, qui sont très solides, beaucoup plus moins primitives, plus altérées par la température et donc seulement un petit pourcentage ça peut être dû à la poussière et pas processé. Donc là c'est vraiment l'importance d'avoir cet échantillon analysé en détail. Donc je vous rappelle, Phobos et Deimos, ils sont à peu près 27 km, 15 km pour Deimos. Là aussi, on a une densité très très bas. Et là aussi, on pense à cette histoire du rubble pile, vous voyez ici, donc avec beaucoup de porosité à l'intérieur, des cailloux formés, ou éventuellement avec de la glace à l'intérieur. À cette distance, on peut aussi garder de la glace à l'intérieur de l'objet. Donc, notre instrument MIRS, c'est un instrument très important qui va avoir une caractérisation globale entre 0,9 et 3,6 de la surface. Il va évaluer tous les sampling sites. Il va sélectionner les 2 sampling sites pour faire l'atterrage. Donc c'est très important, voir d'un point de vue chimique, compositionnel, les différents et choisir les bons sites. Donc si vous regardez là sur Phobos, il y a 2 zones, une zone qui s'appelle bleue, une zone plus rouge. Donc ça dépend de la pente spectrale, mais aussi de l'albédo. Donc la zone bleue, il a un albédo plus élevé et donc on pense qu'il doit être aussi plus riche de matériel organique par rapport à la zone rouge. Et en réalité, si vous regardez ici, les précédents spectres obtenus par CRISM ou par Omega dans les différentes missions martiennes, ils n'ont pas cette bande à 3 microns typique de l'altération aqueuse. Pour voir ces objets, ils ont quand même des phyllosilicates et on n'a pas eu des observations vers 3,3 ou 3,5 typique du matériel organique. Donc nous, comme ici on voit des conduites carbonées, s'il y a l'hypothèse des conduites carbonées, bon, il doit ressembler à avoir des traces des phyllosilicates et surtout des organiques. Par contre, si on pense que c'est dû à un impact, comme on a dit, il doit avoir du matériau qui était réchauffé à température plus élevée et donc différent. Donc voilà les 2 hypothèses dans les cas d'une capture d'astéroïdes ou dans les cas d'une formation in situ due à l'impact. Alors bien sûr que dans les 2 hypothèses, on a aussi de la poussière martienne.
sous la surface. Donc, on aura l'assemble du matériel fusé ou du matériel similaire aux matériaux très primitifs, donc ça peut aller dans la direction de comprendre encore l'origine du système solaire, ou bien, par contre, voir cette formation in situ du matériel différent. Mais dans les deux cas, on aura quand même des échantillons martiens, des poussières martiennes sous la surface de Phobos, car Phobos, il est tout près de la surface martienne. Il est vraiment à même pas 6000 km. Donc là, je vous donne les différentes phases de la mission. Donc vous voyez, en 2025, on arrive autour du système martien, on se met en orbite à Phobos, et là, on a différentes orbites, on s'approche pour faire la sélection à ces moments-là et choisir les deux sites d'atterrissage, donc pour les prélèvements entre avril et juillet 2027. Donc les rovers, comme on a dit, les rovers du CNES, il sera lancé dans cette partie-là, et là aussi, il y aura plusieurs instruments d'analyse. Et la dernière partie sera plutôt dédiée à les observations martiennes et les observations aussi des Deimos. Et naturellement, on observera Mars tous les fois qu'il y a l'occultation et qu'on ne peut pas faire des observations de Phobos. Donc, je vous rappelle, dans les cas de cette mission, les objectifs scientifiques, c'est vraiment comprendre les origines des mondes martiens avec des observations proches in situ, mais surtout avec les samples retour. Mais en même temps, ça va donner aussi des contraintes fortes sous la formation planétaire et surtout les processus de transport qui ne sont pas très clairs. Donc, tous les transports de la matière entre les systèmes solaires internes et les systèmes solaires externes. Et en même temps, il va donner aussi des informations dans les systèmes martiens. On va observer l'atmosphère martienne et les transports des poussières de l'atmosphère martienne et aussi la poussière sur la surface de Phobos. Donc là sont vraiment les objectifs principaux de cette mission. Donc comme vous voyez, sont différents des précédents, mais dans les cas que là sont des objets primitifs et des astéroïdes capturés, on peut alors encore compléter avec des objets différents les scénarios de formation de la matière primitive dans notre système solaire. Alors, pour conclure, tous ces échantillons, ils ne vont pas arriver tout de suite. Donc, celles de Yabusado, ils sont arrivés. Ils sont là dans la Correction Facility à la JAXA. Comme je vous ai dit, c'est du matériel qui reste pristine, qui soit incontaminé. Donc, on ne peut pas toucher. Tout est fait dans des chambres vides, dans des lieux très, très sophistiqués. Donc, on rentre avec des gants et on fait toutes les analyses. Donc, en ces moments, les échantillons de Yabusado sont classés. Ils ont une première analyse à la JAXA pour après être distribués dans le monde entier. Ils sont distribués aussi dans beaucoup de collègues français où il y a il y a beaucoup de cosmochimies excellents en France. Donc, ils vont faire cette analyse des échantillons des matières primitives. La même chose, ça passera avec les données de la sonde Osiris-Rex, serait dans la Correction Facility à Houston de la NASA, et il y a toujours la même procédure. Les 50% de la matière, il va rester incontaminé dans des sites de conservation, et les 50% restants, il va être distribué par demande avec des sélections comme les temps des télescopes, etc., dans les différents laboratoires en fonction de l'analyse scientifique proposée. Donc, je vous rappelle pourquoi on a cette 50% qui va rester pour la postérité, parce qu'on a des nouvelles technologies, comme dans les cas des champions, des échantillons lunaires dans les années 70. On a pu réanalyser cet échantillon, et donc c'est quelque chose de très précieux, parce qu'avec la nouvelle technologie, les nouveaux avancements, on peut faire des autres analyses, et donc sans refaire des missions, on peut avoir des nouveaux résultats, etc. Donc je conclue ici, et merci d'être là, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Antonella. Pour les questions, vous pouvez vous signaler votre question dans le module questions-réponses. On va faire ça plutôt que le chat. Ou les faire directement, vu que... Et je vous donne la parole. Hein, je vous permettrai d'ouvrir le canal micro. Personne n'a de questions?
Alors, ça, ce que je peux ajouter, c'est que on travaille beaucoup sur la formation du système solaire, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore vraiment des grands points d'interrogation et on ne sait pas encore vraiment sur la formation de la vie sur Terre. Donc, euh, peut-être, l'analyse de ces échantillons, ça peut donner vraiment beaucoup d'informations sur la composition détaillée, et tout ça sera fait avec des instruments comme les nanosims, des thèmes, des instruments qui vont analyser des dimensions microscopiques des particules. Il y avait une question de Frédéric Offray. Quelles sont les institutions françaises qui vont étudier les échantillons? Alors, il y en a beaucoup, il y a à Nancy, il y a à Grenoble, donc il y a toute l'équipe de Bernard Marty à Nancy, sont les cosmochimies, il y a à Grenoble, il y a aussi à l'OSA à Nice, il y a à l'IAS à Orsay. Donc, tous les laboratoires qui font des analyses d'échantillons, il y aura au muséum, tous ceux qui ont eu l'expérience de travailler sur les météorites, bah, ils ont fait des demandes. Donc, je sais pas sûr qu'il y a déjà deux, trois laboratoires en France qui vont recevoir ces échantillons. Personne n'a de questions. Étonnant. J'essaie d'être très didactique, de ne pas rentrer trop dans les détails, mais donner vraiment plutôt l'importance de ces échantillons en général. Alors c'est vrai que nous, à l'Observatoire de Paris, on fait plutôt une analyse spectrale, une analyse des données, donc on regarde plutôt la composition de l'objet dans la globalité avec les spectromètres ou avec l'analyse des données dans les caméras. On ne va pas analyser les échantillons, mais on est vraiment très curieux de savoir qu'est-ce que ça va apporter tout ça, parce que c'est des années de travail. Donc c'est vraiment quelque chose de très précieux qui va apporter beaucoup, beaucoup de découvertes. Frédéric Les demandait, CNES, et les CNES, je voulais juste ajouter ça, comme il a travaillé avec la mission Yabusa 2 et la mission MMX, et il va supporter beaucoup des laboratoires dans l'analyse des échantillons, il voudrait créer une Curation Facility financée par les CNES. quel est le poids des échantillons qui vont être envoyés à chaque laboratoire. Ah bah c'est rien, on parle des particules des fois, hein, si tu imagines, c'était les 5 grammes au total et on pensait d'avoir 0,1 gramme, dans des microgrammes, hein, c'est des particules, c'est tout petit. Après, ça dépend des mesures qu'on doit faire parce qu'il y a des mesures qui demandent un peu plus. Donc, il y a des mesures, par exemple, qu'on a besoin des dimensions de 1 cm, par exemple, parce qu'il faut les couper et voir, par exemple, la partie intérieure dans la recherche, par exemple, des organiques, etc. Parce que la partie extérieure, ça peut être altéré. Mais on a vu que même avec des particules beaucoup plus petites, on peut déduire beaucoup de choses. Donc, euh, ça dépend des mesures, des différentes mesures qu'il faut faire. Il y avait une question de Richard. Y a-t-il de l'instrumentation en cours de développement à l'Observatoire de Paris pour ce type de Oui, mission? oui, oui. Donc là, on est en train de développer à l'Observatoire de Paris les spectromètres qui s'appellent MIRS. Donc je suis l'API pour la mission MMX. Mais c'est un spectromètre imageur qui va en orbite, donc qui sera dans la spacecraft et qui va faire la caractérisation des Phobos, Deimos et Mars, mais pour lesquels on va voir des images et des spectres. Et grâce à ces instruments-là, on peut sélectionner les sites d'atterrissage pour prendre les échantillons. Donc il y a une grosse contribution de l'Observatoire de Paris et du CNES pour ça, mais ce ne seront pas nous qui vont faire les analyses des échantillons. Mais la chose importante, c'est qu'on pourra comparer tout ce qui était déduit depuis les observations du sol, depuis les observations dans l'espace, et vérifier avec l'analyse. Donc on peut faire ce qu'on appelle aussi les grands trous, mais il y aura aussi
plein de découvertes qu'on ne pouvait pas déduire avec les observations dans l'espace. Il y a Alain Mignot qui demande que deviennent les échantillons analysés. Voilà, ça c'est une très bonne question parce qu'il y a deux types d'analyses. Donc il y a des analyses qui on préserve les échantillons et donc ils vont retourner dans la correction facility, par exemple japonais, ou vont rester dans une correction facility. Ça dépend, mais ils vont pas normalement rester dans les laboratoires. Il faut toujours les rapporter dans les corrections facility d'origine. Sauf si par exemple il y a le CNES ou la NASA qui a une autre correction facility, dans ces cas-là, il peut y avoir des accords au début de la mission qu'il y aura une partie, par exemple entre la JAXA et la NASA, ils se sont fait des échanges, des échantillons, et donc chacun il va avoir des échantillons de l'autre mission dans leur propre correction facility. Mais tous les laboratoires qui font des analyses, ils doivent renvoyer les matériaux. Donc les matériaux, il y a des techniques qui n'altèrent pas du tout les échantillons, donc ça reste pristine, et il y a des techniques d'altération avec une irradiation ionique à différents degrés qui altèrent les surfaces. Mais même dans les cas des matériaux altérés, il doit revenir dans les corrections facility, être préservé pour des futures missions, analyses possibles. Frédéric demande quelle est la part léguée aux générations futures. Alors, je ne sais pas si elle demande quelle est la part préservée pour de futures analyses avec des technologies qui ne sont pas encore développées ou Donc, normalement, comme je disais, c'est 50% du matériel, il va rester pour les futures observations, pour la postérité, pour les nouvelles générations, et être analysé avec des nouveaux instruments qu'on n'a pas à disposition aujourd'hui. 50%. Et c'est pour les prochaines missions, la MMX, Oui, alors, ce pour sera les le prochaines même taux missions, à peu près? ben, MMX, c'était à peu près 3 grammes. Donc, les technologies japonaises ne sont pas comme celles de la NASA. Tout est miniaturisé avec les Japonais. Donc, pour eux, c'est plutôt 3 grammes. Mais comme ça marchait très bien dans les cas de Yabuzado, qui a pris plus de 5 grammes, donc un facteur 50 par rapport à celle qui avait programmé, on espère d'avoir aussi plus. Mais donc pour l'instant, il y a pas la technologie en Europe, donc l'Europe ne pourra jamais participer en ces moments à ce type de technologie. Et la prochaine mission, c'est MMX. Mais comme je disais, il y a la Chine qui a déjà lancé une mission vers la Lune de sans retour. Et il est en train d'étudier aussi une mission de sans retour, des missions des cométaires. Alors, il y a eu plusieurs propositions à l'ESA des missions de sans retour. Donc, comme je vous rappelle, il y avait la mission Marco Polo qui était sélectionnée à la fin aux dernières étapes. Et à la fin, il y avait Plateau et Marco Polo. Et donc, c'est Plateau qui était choisi avec l'hypothèse que Marco Polo était plus cher, trop cher dans les budgets des missions M, que c'était à peu près 600 millions d'euros à l'époque. Et donc, parce qu'il n'y a pas la technologie, il faut tout développer en Europe. Donc, même si on avait la participation des Américains pour la rentrée capsule, les mécanismes, il faut tout développer à nouveau. Par contre, la Chine, bah voilà, même s'il doit tout développer, là, in quelques années, ils ont fait cette mission vers la Lune, ils ont pris les échantillons et ils vont faire les prochaines missions. Donc là, ça va continuer parce qu'il y a quand même différentes propositions à l'ESA. Il y a des propositions de plusieurs équipes sur des astéroïdes primitifs évolués comme Cérès, par exemple. Il y a des missions vers les comètes, mais là aussi, avoir du sang pour retour d'une comète, c'est très très compliqué, surtout des comètes parce qu'ils ont des orbites très elliptiques, donc il faut des technologies encore plus difficiles. Si vous imaginez aller dans un astéroïde Joe Crozier sous la Lune, c'est la chose la plus facile. Et donc pour ça, il y a toute la discussion du sang pour retour martien. Le futur sera aussi les sang pour retour martiens avec les technologies qu'on devait avoir depuis très longtemps, mais même la NASA rame pour avoir des technologies, donc il va étape par étape. On va prendre une Voilà, la dernière question. question, voilà, comment on mesure la rotation d'un Voilà. astéroïde? Ça, on peut les mesurer aussi avec des observations du sol, parce que l'astéroïde, il tourne autour de l'axe principal, et donc, normalement, un astéroïde, il est jamais exactement sphérique. Bon, là, on a eu deux cas d'objets
pratiquement sphérique, mais il y a toujours un aplatissement au pôle, sont des objets un peu plus allongés. Donc on mesure l'intensité lumineuse. Ça, c'est la technologie la plus simple qu'on a à disposition depuis toujours. Et donc, en mesurant l'intensité lumineuse, on peut faire ce qu'on appelle la courbe de lumière, comme dans les cas des étoiles, etc. On mesure la variation des étoiles. On peut mesurer la variation de l'intensité lumineuse d'un astéroïde. Donc, le maximum correspond à la surface maximale, le minimum à la surface qui réfléchit moins de lumière. Bien sûr, ça permet de déterminer les périodes de rotation, mais après, cette intensité est liée aussi à les variations d'albédo, des cratères, de la surface. Et après, il y a aussi des autres techniques. Par imagerie, maintenant, il y a l'optique adaptative. On peut voir des images pour les objets les plus grands, donc mesurer vraiment la rotation avec les images. Il y a aussi les radars, qu'on peut reconstruire des images radars, etc. Mais sinon, avec des courbes de lumière très classiques, on peut déterminer les périodes de rotation. Donc, les périodes de rotation, normalement, se fait depuis les sols. C'est une des choses les plus simples, disons, à observer. Merci Antonella. On va terminer ce webinaire. Antonella avait des impératifs d'horaire. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir suivi, d'avoir posé vos questions. Le séminaire sera visible en replay sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de Paris. Et rendez-vous dans un mois à peu près pour un prochain séminaire. Merci Antonella. Merci à tous. Au revoir.